bonsoir, heureux de vous retrouver ce dimanche. Comme tous les dimanches, nous allons reparcourir les temps forts de l'actualité de la semaine avec l'invité du week-end. Et cette semaine, nous allons voir le programme économique et social dont a parlé le Premier ministre chef du gouvernement. Cette semaine, vous le savez, les parlementaires sont réunis en session ordinaire, on peut dire budgétaire, pour évoquer la question. On parle d'environ 269 000 francs. 269 000 milliards de moins que l'année précédente. On va également revenir sur le rendez-vous du 6 décembre prochain, les élections régionales. Les électeurs donc d'un statut assez spécial, puis c'est une élection indirecte, sont convoqués pour finaliser ce que le gouvernement appelle le processus de décentralisation. Et le rendez-vous, c'est le week-end prochain. Garbour, avec l'annonce de 3 militaires qui vont passer en procès dès le 17 décembre prochain. Vous le savez, c'est à l'issue de ces événements malheureux qui ont eu lieu dans cette localité du Nord-Ouest. On en parlera largement avec notre invité, tout comme on reviendra sur une ou deux questions de football concernant notamment la suspension de Ahmad. Et puis, puisque l'invité, c'est le président du Manidem, il a commis cette semaine une communication pour me redire par rapport à la gestion du port autonome de Douala et les enjeux qui sont autour. Anissa Ekane, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre ce soir. Monsieur, moi qui vous remercie pour l'invitation. Il y a un moment que Civil nous avait un peu mis en ostracisme. Non, pas du tout, la preuve. Vous êtes là ce soir et en grande première dans cette émission. Cela dit, faisons peut-être le résumé dans ce reportage de Olivier Boussike à Yaoundé qui revient sur la session parlementaire, notamment la sortie du Premier ministre chef de gouvernement qui présente le programme économique et social 2021. C'est quelques heures après le dépôt au Parlement du projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2021 que le Premier ministre a défendu devant les députés le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'année prochaine. Un programme dont l'élaboration a été influencée par de nombreuses crises qui secouent le pays. Crise sécuritaire depuis 2014 et la crise Covid-19 qui a obligé l'équipe Djangouti à recourir à un correctif budgétaire. Il n'a pas mis ce... Le programme du gouvernement tient compte de ces différents défis et envisage une croissance économique qui devrait s'établir autour de 3,3% en 2021 sous l'hypothèse d'une reprise progressive de l'activité économique. Pour ce faire, le gouvernement entend mettre tous les secteurs d'activité à contribution. Aussi, l'équipe Djangouti a fixé le budget de l'État en ressources et en emploi à 4 865,2 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 232,5 milliards en valeur absolue et 5% en valeur relative. Désolé pour ces légers soucis avec cet élément d'Olivier Boussike Yaoundé, mais vous en êtes largement imprégné. Anissa Ekane, un léger collectif qui évidemment ramène un peu le budget 2021, le baisse d'un peu plus de 200 milliards de francs. Une surprise, je veux dire, vous avez une perception dans le sens de la crainte, le Cameroun pourra être à la hauteur des enjeux? Moi, ce qui me dérange souvent lorsque j'entends les analyses sur le budget, les analyses se cantonnent à ces aspects macroéconomiques, c'est-à-dire qu'ils parlent de 5% d'augmentation en valeur relative, de 2,5% en valeur absolue. Ils ne se posent pas la question de l'orientation sociale de ce budget. C'est ça qui pose problème. Parce qu'en réalité, avec la crise économique qui s'est installée avant le Covid et son accélération avec le Covid, on ne
pour d'abord se poser la question, est-ce que ce budget va avoir une incidence sur les plus défavorisés, sur ceux qui souffrent de la maladie, qui n'arrivent pas à bien suivre l'éducation de leurs enfants, qui manquent d'emploi ou des emplois précaires? C'est ça l'important. Parce que les enjeux sur le plan économique sont importants. La résilience de notre économie permet, tant bien que mal, à chaque année, le gouvernement de s'en sortir sur le plan des équilibres macroéconomiques. Mais la misère continue de s'installer, la pauvreté, le mal-vivre, c'est ça le plus important. C'est vrai qu'il faut en parler de façon macroéconomique, mais tout le monde est concentré sur les aspects macroéconomiques de ce budget. Et de ce point de vue, est-ce que ce budget vous rassure? Dans le sens, effectivement, d'atteindre les plus défavorisés, de répondre aux questions, aux urgences les plus parlantes. Avez-vous le sentiment que le gouvernement peut être à la hauteur au regard de ces enjeux? Non, ça date pas d'aujourd'hui. L'orientation gouvernementale ne peut pas correspondre aux patriotes que nous sommes, aux gens qui luttent contre le système néocolonial. Parce que ce gouvernement n'a pas une préoccupation fondamentale de satisfaire tout d'abord les intérêts fondamentaux du pays. Donc depuis que on a eu le régime Indio, le régime Biya, forcément nous ne sommes pas en phase avec l'orientation socio-politique de ce budget. C'est vrai qu'il y a des années où, tant bien que mal, certains efforts sont faits sur le plan social, mais d'une façon générale, sur le plan politique et idéologique, sur l'orientation socio-économique de ce budget, bien sûr qu'on a un désaccord. Dès lors, peut-être une proposition. Oui. Que doit-on faire? Que peut-on faire? On l'a dit, l'enjeu 2021 peut aussi ou encore être le Covid qui sévit. Il y a la situation sécuritaire qui préoccupe. D'ailleurs, le Premier ministre l'a largement dit, ce sont les grands postes de préoccupation gouvernementale. Le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord, la frontière de l'Est. Dès lors, quel recadrage, quel paramétrage, je veux dire, quelles initiatives? Le paramétrage et le recadrage, pour nous, doit être dans le sens de consacrer encore plus d'argent aux problèmes sociaux. L'éducation, la santé, le chômage, la promotion des petites et moyennes entreprises. C'est ça la différence avec peut-être les autres qui cherchent une fois à savoir s'il y a une résilience, si les voyants seront vers sur le plan macroéconomique. Je dis que ce pays-ci a les moyens, les ressources naturelles, les ressources humaines, pour faire en sorte qu'on n'en soit pas aujourd'hui à un SMIC à 36 000 francs. C'est invivable. Ça se demandait si le gouvernement n'encourage pas en fait la corruption en mettant un SMIC à 36 000 francs. Il y a des dépenses qu'on peut réduire. Les dépenses, par exemple, de fonctionnement, et les envoyer plutôt à des dépenses d'investissement sur le plan social, sur le plan des emplois, la création des pôles d'emploi, sur le plan agricole, sur le plan des petites industries. Voilà le nœud du problème pour nous, avec ces budgets élaborés depuis des dizaines d'années. Et vous y voyez en la décentralisation une perche envoyée peut-être aux autorités, mais davantage aux populations pour décider des problèmes qui se posent. La décentralisation a de l'intérêt dans ce sens qu'elle va permettre un contrôle plus serré des dépenses, des attributions même, des répartitions des recettes dans les collectivités décentralisées. Elle va permettre à ce que les populations participent davantage à l'élaboration, au suivi des projets. Elle va permettre à ce que la démocratie sociale, qui était difficile à implémenter sans un véritable transfert des compétences et des recettes au département et aux régions, aujourd'hui, avec sa décentralisation, les taux vont se desserrer légèrement. Mais on est loin du compte. On est à 15% envoyé aux régions. L'objectif à très court terme, dans les 5 prochaines années, c'est que le prochain budget, on aille au moins à 30, sinon à 50%, pour accélérer la formation de l'économie sociale de base et permettre à ce que ce qui se décide à Yaoundé se décide désormais entre nous, dans les régions,
Et une saine compétition des régions va amener un peu l'accélération de la croissance. Évidemment, sur le plan purement politique, la décentralisation se symbolise par les régionalisations, donc l'élection régionale. Et à ce sujet, je vous propose, pour rentrer évidemment dans l'échange à ce propos, ce reportage autour des élections du 6 décembre prochain. Le 6 décembre 2020 n'est plus loin. Les régionales sont donc là. Le RDPC, parti au pouvoir depuis environ 38 ans, et le FDC s'affrontent dans le département du Mfundi, où les professions de foi sont déjà rendues publiques, avec un accent sur la décentralisation. Nous avons priorisé la campagne de proximité qui consiste à toucher directement l'électeur. Donc, nous ne faisons pas de meetings avec des conseillers municipaux. Nous allons rencontrer chaque conseiller municipal individuellement, là où il réside, dans sa zone. Question de lui expliquer l'enjeu de cette élection. Parce qu'il faut le dire, cette élection n'est pas une élection des partis politiques. C'est par abus que certaines personnes parlent de la discipline du parti, que certaines personnes estiment qu'il y a des conseillers municipaux qui appartiennent à des partis politiques, ce qui est faux, parce que le mandat n'est pas impératif. Après avoir validé leur profession de foi et leurs gadgets de campagne à Elections Cameroun, les chefs traditionnels sont prêts pour leur campagne. Nous avions fait un programme qui commence jeudi par arrondissement. Nous faisons le porte-à-porte par arrondissement pour confirmer ce qui avait déjà commencé à être fait. Et on fait un regroupement vers 16h. Donc le jeudi, le 7, nous sommes à Yaoundé. Le 27, nous sommes à Yaoundé 7 à 16h précises à la place Carrefour Timi. Les actuations, c'est de présenter notre plan de campagne, notre plan d'activité. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'entendons-nous faire en tant que candidat? Parce que nous avons pensé que nous avons mis un slogan. Notre liste est la voix des sans-voix. Il faut dire que c'est la première fois que les autorités traditionnelles ont l'occasion de participer à la gestion de la chose publique au Cameroun. Du coup, pour elles qui tiennent deux listes dans le Mfundi, rien n'est facile. Bon, le plus difficile, c'est quand même la manière d'aborder disons la cible électorale. C'est-à-dire que, comme je dis, le chef n'est pas habitué. Le chef n'est pas habitué à se jeter dans l'élection en tant qu'entité. Il faut relever qu'au niveau du département du Mfundi, l'électorat des chefs traditionnels compte 150 voix, 34 retirées de la liste parce que n'étant pas des autochtones. Cependant, l'appel de tous est de faire le meilleur choix pour améliorer les conditions de vie des populations. Nous espérons que les conseillers municipaux, au regard de l'importance que revêtent les régions, ne pourront pas s'amuser en choisissant ceux-là qui n'apporteront rien, notamment, je dirais, les anciens ministres, les anciens gouverneurs, les anciens délégués du gouvernement qui ont constitué un handicap, un blocage pendant pratiquement 2 décennies pour la décentralisation. Rappelons que le contentieux préélectoral sera évacué vendredi si rien ne change. Il faut noter que dans le littoral également, les partis politiques engagés pour cette élection ont lancé leur campagne électorale. Le ministre Jean-Ernest Ngalé-Bébé était à Edea. Ici à Douala, le secrétaire général du RDPC est venu rencontrer les militants électeurs aussi pour sensibiliser davantage et passer le message du comité central de ce parti-là, transmis par Jean Kueté. Mais bien avant, c'était Cabral Libi et ses troupes qui se sont réunis également ici à Douala, dans l'arrondissement de Douala 5e, pour mobiliser les électeurs du PCRN aussi. Suivez ce reportage. Merci. In typical campaign manner, the Cameroon Party for National Reconciliation, in its French acronym PCRN, has launched its campaign to present its candidates in the Sanaga Maritime, Vuri and Kam divisions. We have studied the 4 corners of the littoral region, and we have realized that there are so many weaknesses from these areas. So we believe that with our project of the society, will be able to convince, will be able to win the hearts of these
municipal councillors of the party on power. Still new in the political grounds of the country, electorates are optimistic to lure their opposition to their side. So we are counting on our project, our societal project, that will be able to convince the people of Douala and the municipal councillors. The problem is, as the party on power or the regime on power has so many municipal councillors, us we do not have enough. But we believe that with our project of the society, we are going to be able to convince even those from the other party, which is the RDPC, to come and dine and gain from the importance of our project, because this project is so rich, it's so touching. The president of the Cameroon Party for National Reconciliation, Honorable Cabral Libi, has urged all candidates to be a perfect representation of the party as they stand ready to serve the people. Anissé Kané, évidemment, l'enjeu politique de ces élections, décentralisation, c'était le projet du candidat Biya lors des présidentielle de 2018, une décentralisation attendue depuis 1996 qui a donné naissance à un statut particulier pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et bien entendu, un certain nombre d'acteurs estiment que ça ne peut pas être assez pour résoudre ces questions-là. Qu'en pensez-vous? Quand j'étais à l'école primaire, mon professeur, mon maître d'école m'avait dit, il y avait un adage, la maladie vient au galop et s'en va au pas. La crise anglophone, dans ses fondements historiques, existe depuis, mais dans son accélération sociopolitique, est dans le 96. Elle a apparu rapidement sous fond de revendications sociales. Et elle a engrangé, elle a permis que sortent du bois toutes les velléités sécessionnistes et ceux qui tirent la ficelle sur ce problème de la sécession. Forcément, la solution politique. Je permets de vous rappeler que quand on parle de solution politique à la crise anglophone, la solution politique inclut la solution militaire. Les militaires ne sont pas comme apolitiques, ils sont dans des politiques. La politique du gouvernement inclut l'aspect militaire. Je veux dire qu'il faut du temps pour sortir dans cette embrouillamini que les sécessionnistes ont créé dans cette région. Il faut arriver à reconstituer le corps social. Bon, c'est vrai que maintenant, les chefs traditionnels qui avaient fui reviennent progressivement. C'est cette phase qui est déterminante, parce qu'il faut reconstruire un peu tout le tissu social qui a fait en sorte que les idées sécessionnistes se propagent, parce que les chefs étaient partis, les autorités étaient en difficulté, donc la propagation des idées sécessionnistes était plus évidente. Et maintenant, la situation revient. Il faut prendre le temps. Il faut, je pense, croire que la vérité a fini par triompher. Regardez ce qui se passe en Érythrée. Le président a dit qu'il n'a rien à faire des protestations des Occidentaux qui veulent lui imposer ce qu'ils refusent chez eux. Il a pratiquement mis le paquet pour résoudre cette tentative de sécession. À Tigré. Pardon? À Tigré. Dans la région du Tigré. Ici, je pense que l'attitude du gouvernement a été assez modérée dans l'implémentation de l'aspect militaire. Il est vrai que, sur le plan géopolitique mondial, c'était une aventure. Je suis très embêté que des hommes politiques du pays aient pu croire une seule fois, une seule minute, que cette aventure sécessionniste pouvait prospérer. Et les soutiens plus ou moins déclarés honteux de certaines forces sociales, politiques et des ONG. Aujourd'hui, je crois que la situation montre à tout le monde que cette aventure a fait long feu. Il faut seulement reconstruire. Le dialogue national était le début d'un processus. Personne de censé n'aurait imaginé que le fait d'avoir réuni des gens à Yaoundé, d'avoir discuté, le lendemain, la situation va se régulariser. Il faut le temps, comme je disais, j'ai expliqué tout à l'heure. Et la décentralisation est l'un des aspects de cette reconstruction du tissu social. Parce qu'elle va rapprocher
les administrés, les administrateurs, ce qui a causé les problèmes qui ont accéléré la crise en 1996. Donc c'est une bonne chose, surtout avec le statut spécial. Contrairement aux détracteurs de ce statut spécial, c'est à la fin des élections régionales que le contenu véritable du statut social sera défini dans l'implémentation pratique. On n'aurait pas pu le définir sans avoir les conseils régionaux. Mais n'empêche qu'on va encore à une élection où, c'est vrai, c'est une élection, j'ai failli dire sélective, ou alors dont les électeurs sont bien ciblés, même les candidats. Mais je veux dire que sur le terrain, la situation est encore préoccupante, d'après, du moins... Vous savez, le terrorisme, tous les États du monde font face au terrorisme. Et en France, on décapite un monsieur, on remet 7 militaires. On ajoute 7 militaires dans la circulation, dans les villes de la France. Ici, on brûle, on tue les enfants. La solution, c'est il faut que les militaires se retirent. C'est quand même extraordinaire. Tous les pays du monde font face au terrorisme. Et les grands pays qui nous donnent des leçons. Poutine, tout récemment, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec la formulation, mais il donne dans ce que je vais vous dire une idée du traitement qu'ils font des terroristes. Vous savez que Poutine a dit, mon rôle n'est pas de pardonner aux terroristes. Mon rôle est de les envoyer à Dieu. Si Dieu veut les pardonner, c'est son problème. Vous savez que les organisations internationales, l'ONU, l'Union européenne, bref, les partenaires en général, ne définissent pas forcément ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest comme étant du terrorisme. Ça arrange. Comme étant du terrorisme, d'autant plus que ce sont des citoyens, pour un bon nombre camerounais, qui ont pris les armes. Vous savez, le terrorisme vient de terreur. Arriver dans une école, assassiner les enfants et les professeurs, c'est pas du terrorisme. Alors, les mots n'ont plus de sens. Installer la terreur, faire peur aux populations pour imposer des mots d'ordre, par exemple de boycott de l'école, c'est de la terreur. Que font les terroristes de la tendance islamiste? Ils empêchent que l'Occident ne brise la capacité des pays arabes à construire un autre monde. Et ils attribuent ça à la bataille contre la religion islamique. C'est ça le problème. Donc ils ont pris la stratégie de la terreur pour poser des problèmes aux États occidentaux qui empêchent l'essor d'un monde multipolaire. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce contexte, Jean-Yves Le Drian, le ministre français le ministre des Affaires étrangères de la France, a une fois de plus s'est exprimé sur la question Cameroun cette semaine, où il appelle le président de la République d'abord de se consacrer davantage à la lutte contre Boko Haram, à la lutte à ramener la sécurité dans la région nord-ouest, sud-ouest, et à libérer sur la question sociopolitique ceux des opposants qui sont incarcérés en ce moment. Et, peut-on le dire ainsi, lever le pied sur cette mobilisation policière autour de la maison de Maurice Kamto. Vous direz une ingérence? Bien sûr que c'est une ingérence, même si elle s'est faite en termes de recommandations. Les Français n'ont pas fait le deuil de la colonisation, c'est ce que nous appelons la néocolonisation. Ce sont leurs partenaires, ce sont les amis du gouvernement camerounais. Bon, si ce gouvernement camerounais accepte ce genre de recommandations, c'est son problème. Mais nous sommes ulcérés de voir la barbarie dont font preuve les forces policières en Europe et que Le Drian vienne ici donner des leçons en matière de gestion des conflits. Au-delà justement, au-delà de la forme, question ingérence, est-ce qu'il ne touche pas du doigt une réalité? Je veux dire que les opposants, comme vous êtes, de plus en plus contestés le fait qu'il n'y ait pas de manifestations publiques, les autorisations sont de moins en moins accordées aux partis politiques qui veulent se mobiliser. Et je l'ai dit, c'est le cas du MRC. Est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être pour les pouvoirs publics, de lever le pied sur cette question? Je veux bien vous dire que la France, pour ses intérêts, n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une véritable démocratie au pays et qu'il y ait un régime populaire qui soit l'émanation des aspirations des Camerounais. Parce que si cela arrive, les intérêts français seront menacés. Un régime démocratique populaire représentatif des aspirations fondamentales de notre pays
mettra en difficulté les intérêts français au Cameroun. Donc, ils font du cinéma. C'est un jeu de dupe? C'est un jeu de dupe. Ils savent bien que, en mettant la pression sur Biya, leurs intérêts seront préservés. Pour leur opinion publique, il faut jouer au malin. Pour Biya, il faut lui montrer qu'ils ont une capacité de nuisance et lui donner la voie à suivre pour certains contrats miniers, etc. Voilà le jeu de la France. La France ne peut pas être soucieuse des intérêts fondamentaux du Cameroun et des Camerounais. Celui qui croit en ça, il est aliéné sur le plan du néocolonialisme. La France et les pays occidentaux n'ont que des intérêts au Cameroun. Et toutes leurs interventions, toutes leurs recommandations, toute leur politique va dans le sens de préserver et de consolider leurs intérêts. Quoi qu'il les maquille par des considérations droit de l'homiste ou de humanisme, alors que chez eux, quand vous touchez les intérêts fondamentaux des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, il n'y a pas de demi-mesure. L'Angleterre est allée faire à 13 000 km la guerre aux Malouines, ça tombe bien puisque Maradona vient de mourir, en tuant des centaines, des milliers d'Argentins, en coulant des navires argentins pour les îles Malouines qui sont à 13 000 km de l'Angleterre. Nous, on a une rébellion sécessionniste pilotée, commanditée, financée de leur pays. Il faut pas... Au-delà de la France, n'est-ce pas l'occasion d'appeler, de demander, vous en tant qu'opposant, au gouvernement de davantage d'ouverture? Je vais dire, depuis les élections de 2018, on s'aperçoit quand même, on a le sentiment que sur la question des libertés publiques, on a fait comme on recule. Mais les révolutionnaires ne font pas des vœux pieux. Ils agissent pour que le rapport de force change. Ça ne sert à rien de faire des vœux pieux. Il faut créer les conditions pour imposer la démocratie et la liberté dans ce pays. Cela suppose qu'il y ait une synergie au sein des forces de l'opposition. Cette synergie que certaines forces ont tout fait pour casser. C'est ça le nœud du problème. Pour imposer le retour aux libertés fondamentales que nous avons acquises, que des milliers de Camerounais ont acquises en donnant de leur vie, il faut créer un rapport de force sur le terrain qui ne peut être possible qu'avec la synergie des forces de l'opposition. Pas des ventes, du quichotisme ou des comportements sectaires qui aujourd'hui ont cassé la dynamique de l'opposition. Vous savez, lorsqu'on a le sentiment qu'on est tout seul, qu'on vient de créer le monde, qu'on vient d'apprendre que la Terre tourne autour du Soleil et que tous les autres, tout l'immense travail depuis les nationalistes jusqu'à aujourd'hui, qui a permis à ce que ce pays se maintienne et qu'au fur et à mesure des libertés soient acquises, lorsqu'on revoit tout ça, pas par un revers de la main en disant que c'est aujourd'hui qu'on a découvert qu'il faut lutter au Cameroun, forcément, c'est difficile de créer la synergie de l'opposition. Donc la seule solution, ce n'est pas de faire des vœux pieux, c'est de créer la synergie des forces de l'opposition pour renverser. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à se parler, à s'accepter, malgré nos différences. Et vous savez, on a des choses à dire par rapport aux autres forces de l'opposition. On a des choses à dire. Mais accepter de se parler, de chercher les dénominateurs communs, qui sont par exemple le consensus sur ce que nous voulons sur le code électoral, l'accélération ou le retour à une certaine libération ou libéralisation de la scène politique en matière de manifestation, de liberté d'expression. Mais ça, ce n'est possible que si on cherche nos dénominateurs communs au lieu de faire une bataille rangée, plus ou moins communautariste, dans les réseaux sociaux ou dans les chaînes de télévision, où il faut être d'un parti, sinon il faut aller au diable. Voilà le nœud de la situation actuelle du pays, le manque de synergie. Et ce manque, commandité par certaines forces politiques, qui empêche que face au gouvernement, il y ait un front de lutte solide.
Cela dit, on va aller une fois de plus du côté de la régie pour prendre cet autre reportage qui revient sur la question de Gabo. Vous le savez, il y a quelques mois déjà, plusieurs mois, il y a eu un massacre dans cette localité de la région du Nord-Ouest où le gouvernement a reconnu une main légère des forces armées. 3 militaires vont donc passer au tribunal. Ce sera le 17 décembre prochain. On l'a appris cette semaine de la voix, du moins à travers le commissaire du gouvernement chargé de ces questions-là. Suivez ce reportage. L'annonce de l'ouverture du procès de ces militaires réjouit les ONG qui réclament des sanctions contre les auteurs, notamment la chercheuse de l'ONG Human Rights Watch, Laria Allegrozi. Cette dernière félicite l'ouverture de ce procès, considérant que le gouvernement camerounais passe d'un déni pur et simple à une enquête, puis à une déclaration présidentielle et maintenant à un procès. Le dit procès dans cette affaire concerne 3 militaires qui ont participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies des maisons dans la nuit du 13 au 14 février 2020 au village Ngarbou, situé dans la région du Nord-Ouest, révèle le rapport d'enquête publié le 21 avril 2020 par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Ceux-ci avaient été placés sous mandat de détention provisoire à la prison militaire de Yaoundé après une enquête prescrite par le président Paul Biya. Il faut dire que les auteurs et le nombre de civils tués cette nuit-là divisent le gouvernement et la société civile, sans oublier les organisations non gouvernementales. Les violences, il faut le rappeler, dans les 2 régions anglophones du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest précisément, où s'affrontent depuis 3 ans des groupes rebelles séparatistes et les forces de sécurité ont fait plus de 3000 morts et 700 000 déplacés. La patrie reconnaissante, plus d'une 60aine d'artistes et hommes de culture, écrivains également, ont reçu cette semaine à Yaoundé des distinctions de la République. Le Premier ministre s'est rendu au Palais des Sports pour apposer la médaille qui le symbolise sur ces personnalités-là. Suivez ce reportage. Pluie des médailles au Musée national ce 27 novembre. 65 artistes reçoivent de l'État camerounais des récompenses pour leur résilience face au coronavirus. C'est le chef du gouvernement qui leur remet ces médailles au nom du chef de l'État. Nous vous élevons à la dignité de grand cordon de l'ordre du mérite camerounais. Henri Ndior, Anche Bogo-Emiran, Gas Deka, Saleh John, Katino et autres artistes de la jeune génération ont été élevés au grade de chevalier, officier, commandeur de l'ordre de la valeur. Il s'agit pour les récipiendaires du fruit d'un travail intense abattu pendant de nombreuses années. Vous ne pouvez qu'être fiers. Ce n'est pas une médaille farfelue, ça fait plus de 25 ans que je travaille. Alors recevoir une médaille aujourd'hui, c'est une consécration, une reconnaissance du travail que j'ai abattu. Sachant que nous ne pouvons rien sans la volonté de Dieu, restons en prière et pensons à la Libye. Celui qui est intelligent va comprendre. Prions beaucoup pour notre pays. Parmi les récipiendaires, l'on compte également des comédiens, écrivains, des cinéastes, des plasticiens, des photographes qui ont été encouragés pour leurs efforts dans la lutte contre le Covid-19. Une distinction comme celle-ci vient, je pense, donner un coup de fouet à ce que nous faisons. Ce n'est pas un point d'arrêt, mais plutôt un appel à aller de l'avant, à envisager des projets avec beaucoup plus d'envergure, avec plus de force encore. Pour la jeune génération, qu'est-ce que je peux dire? Seulement leur demander de prendre courage, de se déterminer, de travailler avec le cœur, d'être performant. Et on finit toujours par reconnaître l'excellence. Cette décoration d'artistes se tient en marge du lancement officiel de la première édition des Journées de résilience artistique et culturelle, ayant pour objectif de soutenir le sous-secteur art et culture affecté par les crises sanitaires et sociopolitiques. On essaie qu'on ait un commentaire, la patrie reconnaissante. Oui, bon, mieux vaut tard que jamais, mais il y a certains noms que je vais retrouver. Petit pays n'a pas été décoré. Et je ne pense pas. Ouais. Pourtant, bon. Un peu déçu pour lui? Oui, c'est le tenant du titre depuis très longtemps, dit-il. Bon, je n'ai pas vu non plus, sauf si le reportage n'est pas un certain nombre
la jeune génération, de chanteurs de la jeune génération, la musique urbaine. Non, certains y étaient également. Tigre y était. Bon, j'avoue que j'ai pas de... Voilà. Donc, bon, je pense que c'était fait un peu à la hâte, je crois. Généralement, quand on fait des choses à la hâte, on fait des oublis. C'est quand même une soixantaine d'artistes aussi. Hein. Oui, les 60, il y en a quand même des centaines. Hein. D'accord, parlons d'autre chose. Avant peut-être de prendre le dernier reportage qui va revenir sur cette suspension de Ahmad Ahmad et les enjeux que ça pourra avoir selon votre lecture sur le football camerounais. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, à l'entrée de l'émission, fait une communication cette semaine. Une déclaration. Une déclaration cette semaine autour des enjeux du port autonome de Douala. Et vous dites la patrie d'abord. On est très surpris que pendant cette semaine, quand on regardait les débats télévisés, on parlait des idiotes qui se sont déshabillés à Yaoundé pour marcher. Le mot n'est pas suffisamment fort. Non, je veux dire, on peut le dire autrement. Non, il est très gentil. Parce que dans la tradition africaine, les femmes se déshabillent pas en haut. C'est pas vrai. Quand une maman se déshabille devant son fils, et c'est des fils qui étaient dans la rue, c'est là qu'il n'y a plus rien à faire. Et lorsque c'est son fils qui l'a offensé, ces femmes qui sont déshabillées à Yaoundé, devant des personnes qui n'ont rien à faire. Peut-être qu'elles en sont arrivées à ne plus pouvoir... elles imitent les femmes qui se dénudent en Europe, aux États-Unis, etc. C'est pas facile cette lecture-là. Non, n'est pas facile. Tout à l'heure, on parlait par exemple de la situation socio-politique en interne. Il y a encore des jeunes qui sont en prison. Tout à fait. Mais je veux dire qu'il ne faut pas faire du copier-coller. D'accord. Chez nous, une femme ne se dénude pas aussi facilement en exposant sa nudité en plein jour, sans que cela relève d'un cas familial important. Et je veux dire, pourquoi se déshabiller à Yaoundé? Pourquoi pas à Douala? Pourquoi pas à Bafoussam? Pourquoi donc ne pas généraliser comme les Européennes dans la société Yaoundé, peut-être parce que le président du MRC y vit. D'ailleurs, c'est en direction de son domicile qu'elle se dirigeait. Donc, tous les problèmes que notre pays a connus, le plus important, c'est la séquestration de Kamto. Jusqu'à amener des femmes à se dénuder, alors que ce n'est pas dans notre tradition. Moi, je pense que ce n'est pas sérieux. Pendant que vos journaux, vos radios, vos télévisions parlaient des femmes qui se sont dénudées, le port était de nouveau, le pays était de nouveau agressé dans l'affaire du port. Je vais vous dire, quand Bolloré était là, il versait avec difficulté 3,6 milliards par an au port de Douala. Combien d'amitié. Aujourd'hui, à la fin du mois de décembre, la régie va payer au port un peu plus de 18 milliards. 18 milliards. Et encore, dans une situation où les entraves au démarrage de cette régie ont été multipliés à profusion par le groupe Bolloré. Ce que dit notre déclaration, c'est d'éviter le syndrome d'ITT. Au Chili, cette entreprise américaine qui contrôlait tout le secteur du transport de bout en bout, comme Bolloré l'a fait à un moment donné. Bolloré avait, à travers une société de dragage de la côte africaine, contrôlait le dragage du port, contrôlait le conteneur, contrôlait le rail, contrôlait la route. Le problème de fond, et d'ailleurs c'est peut-être ce qu'exprime la décision arbitrale de Paris. Qui confond tout. Je permettez que je pose la question. Je vais dire que c'est le gouvernement qui signe des accords avec ses partenaires. À la limite, je vais dire, je fais une analyse à haute voix, je parle un peu comme la contradiction l'exprime. S'il y avait quelqu'un vers qui on devait se retourner pour demander des comptes, ce serait bien le gouvernement qui a attribué, comme vous le dites, à ce concessionnaire, à ce partenaire-là, tout le dispositif du transport. Le Cameroun Cela dit, ils sont là en arbitrage. Oui. Et il s'avère que dans l'arbitrage, sur les questions du respect des normes, le port autonome de Douala ou alors le gouvernement camerounais n'a pas fait régler, n'a pas été... D'abord, c'est ce que les infos contre Trimbal, je ne sais pour quelle raison, laissent croire. D'abord que c'est sans recours, cette décision... Mais il y a au moins une décision qui reconnaît des faiblesses dans la procédure. Qui a déjà des vices. Parce qu'elle s'occupe
par exemple, des choses dont on ne doit pas s'occuper. Oui, ben, attendez, oui, c'est fini. Deuxièmement, le Cameroun n'appartient pas au gouvernement camerounais. Notre pays nous appartient, indépendamment de ce que font les gouvernants de ce pays. Vous en avez accordé la gestion au gouvernement, à ces personnalités qui sont du moins président de la République. Ah, donc vous avez voté pour l'actuel La majorité régime. la majorité des Camerounais a voté pour le président Biya. C'est du moins ce que dit le Conseil constitutionnel. D'abord, ça ne date pas de la dernière élection. D'accord. Ça date depuis des décennies. Depuis des décennies, les Camerounais votent pour Biya. Oui, peu importe. Mais ils ont le souci, ils doivent avoir le souci de préserver ce qu'il faut préserver, c'est-à-dire notre pays. On n'a que celui-là. Indépendamment des accords, des faux accords, des accords intéressés que les gouvernements successifs ont pu signer avec la France, Bourgogne et consorts, nous avons le devoir de tout faire pour préserver notre pays. Mais ça, c'est un message qu'il faut adresser au gouvernement. Non, je l'adresse aux Camerounais. Parce qu'au lieu de parler je répète, de ceux qui sont dévêtus à Yaoundé pendant des jours et des jours, on devrait parler de la situation des ports dans notre pays, de la situation de Bolloré, qui aurait pu un jour, s'il n'y avait pas cette mesure encouragée par nous, bloquer le pays puisqu'il contrôlait le transport de bout en bout. Et c'est le syndrome du Chili, où une entreprise américaine, ITT, a bloqué le pays, a provoqué des grèves, et on a renversé le régime socialiste populaire d'Allende en tuant Allende. Il faut anticiper sur les événements. Et moi, notre problème, c'est que comment des forces politiques qui disent, qui proclament partout qu'elles aiment ce pays, que Biya dirige mal le pays, ce qui est vrai, s'occupent des problèmes des femmes qui se dénudent, de s'occuper de la situation du port. Comme la situation de Camraï. Après un accident, ça fait 4 ans, les camions ne peuvent plus voyager entre Douala et Yaoundé par le train. Situation de Eneo, où les coupures sont généralisées avec des factures faramineuses. Heureusement qu'à Moater, apparemment, on est sur la bonne voie. C'est ça le nœud du problème. Ceux qui aiment ce pays doivent, au-delà des différends, des antagonismes que nous avons avec ce régime, faire en sorte que le pays soit préservé, quoi qu'il arrive, quoi que ce gouvernement fasse. Et c'est ça, aimer son pays, c'est ça le patriotisme. D'accord. Revenons en un mot sur cette condamnation des avocats à Douala. Vous avez certainement appris cela. C'était au lendemain, vous le savez, des manifestations qui ont eu lieu au tribunal de première instance de Douala avec l'intervention de la police en plein tribunal. 2 avocats, maître Richard Tanfou et maître Tchemenier, ont donc écopé de 6 mois de prison avec ceux-ci pendant 3 ans. On résume tout cela dans ce reportage. L'information est rendue publique ce 23 novembre 2020 par le biais d'un communiqué de presse sur le site de la Fédération internationale de football, l'association. Hamad Hamad, président de la CAF et vice-président de la FIFA, est interdit de toute activité relative au football pour une durée de 5 ans. La décision de la Chambre de jugement de la Commission d'éthique indépendante de la FIFA précise que cette suspension concerne le volet administratif et sportif au niveau national et international. En plus, le président de la Confédération africaine de football devra s'acquitter d'une amende de 185 000 €. Hamad Hamad est reconnu coupable d'abus de pouvoir, détournement de fonds, d'acceptation et distribution des cadeaux et autres avantages, et enfin d'avoir enfreint l'article 15 de l'organisation sur le devoir de loyauté. L'enquête sur la gestion de ce dernier de la CAF s'étend sur la période allant de 2017 à 2019. Hamad, récemment testé positif au coronavirus, est remplacé par le Congolais Constant Omari, qui assurait déjà par intérim le rôle de président de la CAF. Sur le plan national, cette suspension arrive dans un contexte de crise entre la LFPC et la FECAFOOT. Conflit qui impacte l'organisation et la tenue d'un championnat. Des analystes croient qu'avec cette décision de la FIFA, la situation locale va se décanter.
Un ensemble de commentaires sur les réseaux sociaux qui disent craindre que ce verdict constitue une menace autour du CHAN 2021 et CAN 2022, deux compétitions organisées par le Cameroun. Avant peut-être de revenir sur cette condamnation des avocats, un mot, finalement, le magistère de Ahmad Ahmad, bien tumultueux, hein, entre ces glissements au niveau de la CAN, toutes les péripéties qu'on a pu observer, même dans l'organisation interne de la Confédération africaine de football. Finalement, Ahmad est sanctionné, suspendu pour 5 ans, du moins une recommandation de la commission d'éthique de la FIFA. Vous savez, la FIFA, et un monde au mesure de la CAF, c'est des mastodontes financiers, c'est des mafias financières, avec le contrôle des ressources que génère le football, les sponsors, etc. Donc forcément, là-dedans, il y a beaucoup d'argent qui passe en dehors des circuits réguliers et normaux. Et ce n'est pas surprenant, après l'affaire de Platini, qui est une affaire Ahmad au niveau de la CAF. Je ne crois pas que ça va mettre en cause la CHAN et le CHAN et la CAN 2022. Je ne pense pas. Ce qu'il faudrait tout faire, c'est redémarrer le championnat au Cameroun. Ça arrive aussi dans un contexte préélectoral. On sait qu'en mars 2021, on doit avoir une élection au niveau de la présidence. Oui. Et si, il faut le rappeler, Ahmad a fait appel. Si la décision reste telle, il ne sera pas candidat. Oui, mais que ce soit Ahmad ou celui qui l'a remplacé, vous savez, les mécanismes dans ce genre de structure sont toujours les mêmes. C'est des réseaux, c'est des complicités avec les marques de chaussures, d'équipements, etc. Mon problème dans cette affaire, c'est la situation de notre pays sur le plan du football. On ne peut pas avoir un football qui marche avec un championnat professionnel et même non professionnel qui marche qu'à au gré des humeurs, des conflits surtout souvent interclaniques qui y a à Yaoundé. C'est quand même extraordinaire que tout le pays va maintenant partir des clans Semengue contre le clan Mbonjoya. C'est extraordinaire. Là, vous faites là allusion au conflit FECAFOOT, LFPC, Ligue de football professionnel. Le football est bloqué maintenant au Cameroun parce que deux clans s'affrontent à la tête de cette structure. C'est extraordinaire. Il faut rapidement que cela soit tranché. Ce n'est pas lorsque tout va dégénérer que le chef d'État devra trancher. Il y a quand même, jusqu'à preuve de contraire, la possibilité, le gouvernement camerounais était souverain, de prendre une décision par rapport à cela, quoi qu'il arrive. Suspend tout le monde. Soit suspend tout le monde, soit donne raison à un camp. Parce qu'il y a un camp qui a raison dans cette affaire. Je n'ose pas dire lequel, mais il y a un camp qui a raison. Pourquoi vous nous cachez pour vous, qui serait... Non, mais parce que ce serait subjectif de le présenter comme ça. Je veux dire que si vous le dites, vous avez certainement des éléments qui... Oui, mais il faut bien que dans un débat contradictoire, que je puisse les échanger. Mais il y a certainement un camp qui a tort et un camp qui a raison. D'accord. Cela dit, revenons donc sur cette question d'avocat. Cette semaine, le tribunal de première instance de Bonandio s'est à nouveau, je l'ai dit, a rendu sa décision sur ces événements qui a eu lieu quelques jours plus tôt, notamment la perturbation d'une salle d'audience. 2 avocats, à l'issue de cela, ont écopé de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Il s'agit de Maître Richard Tamfou et de Maître Tchemenier. Suivez ce reportage. Ambiance tendue ce matin du 23 novembre 2020 au tribunal de première instance de Douala à Bonanjo. Les allées et venues se font comme d'habitude ici, sauf qu'on nous signale que la zone est fortement encadrée par les éléments des forces de l'ordre et de sécurité. En effet, c'est ce jour qu'a lieu les audiences des avocats Tamfou et Tchemeni, interpellés le 18 novembre dernier. C'est vers 11h qu'elle commence et on observe que les 2 avocats accusés restent silencieux tout au long de celle-ci. Ponctué de quelques suspensions, c'est aux environs de 16h que tombe la sentence. Les 2 avocats, inscrits au barreau du Cameroun, sont déclarés non coupables d'outrage à fonctionnaire, coupables de destruction de biens publics et rébellion en groupe. Ils sont condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans avec une amende
de 100 000 francs CFA chacun. Dans les couloirs de l'institution judiciaire, nous apprenons qu'après le paiement des amendes et des frais de procédure, les deux hommes pourront purger leur peine à l'extérieur de la prison centrale de Newbel à Douala. Cette affaire se déroule à la suite de celle du 10 novembre dernier au tribunal de première instance de Bounanjo à Douala. En effet, les policiers y étaient intervenus pour déloger les avocats manifestants pour la libération de deux de leurs confrères poursuivis pour des faits présumés d'escroquerie et d'outrage à magistrat. Anissé Kane, tout cela a alimenté la décision du Conseil du barreau du Cameroun, ceux-là qui estiment qu'entre le 28 novembre et le 4 décembre, ils vont faire robe noire, une forme de grève oui. Dans ce corps de métier-là pour protester contre tous ces événements-là. Je fréquente de temps en temps les tribunaux. J'ai vu des juges envoyés pour 15 jours de détention pour trouble de l'audience à cause d'un téléphone portable. 15 jours. 15 jours de prison ferme. Les avocats sont des justiciables comme nous. Moi, j'ai coupé d'1 an supplémentaire en 90 pour injure au tribunal parce que j'ai osé dire que Wandi Ernest était l'un des fondateurs de ce pays avec Oumiobe. Injure au tribunal militaire de Yaoundé. Je pense que les avocats doivent, tout en étant nos défenseurs, admettre qu'ils sont des justiciables comme nous et qu'ils ne doivent pas faire ce qu'ils veulent dans un prétoire, dans une salle d'audience. Mais juste, en même temps, on doit avoir la mesure des décisions que l'on prend. Je veux dire qu'il ne faut pas non plus donner l'impression que la décision du juge est, je vais dire, arbitraire. C'est un peu ce que dénonce le barreau du Cameroun. Le juge juge au nom du Cameroun, du peuple camerounais, et comme à mon nom, puisque je fais partie du peuple camerounais, il ne juge pas au nom des avocats. Donc sa décision doit être acceptée par les avocats, surtout qu'il y a des recours. Sinon, tout le monde peut se rebeller contre une décision pendant un procès et estimer qu'elle ne correspond pas à ce qu'il aurait imaginé. Je crois qu'il faut raison garder. Peut-être que la force, je dis peut-être, les forces de l'ordre ont exagéré, mais les avocats doivent savoir ce qu'endurent les autres quand ils osent manifester contre la loi pour ne pas, j'allais dire, en faire un plat aujourd'hui. Vous avez le sentiment que sur cette affaire, le barreau joue mauvais rôle? Le barreau joue un sentiment d'appartenance à un groupe dont on défend contre vents et marées les membres du barreau. Mais moi, en tant que citoyen, je dis qu'il faut que les avocats se considèrent comme des justiciables comme nous et qu'ils respectent les décisions de justice. Anissé Kane, merci d'être venu ce dimanche soir pour commenter l'actualité de la semaine et l'analyser avec nous. Merci. Merci à vous également, madame, messieurs, d'avoir suivi 52 minutes durant cette autre édition de Face à l'actu cette semaine. Et dimanche prochain, 19h, on en sera à notre rendez-vous. Bonsoir, bon début de semaine.